Je vous remercie, monsieur le rapporteur. Vous avez donc 10 minutes et on prendra les orateurs des groupes en suivant. Merci, Monsieur le Président. Dans mon impatience de faire le rapport, ne voyez que le caractère passionnant de ce rapport qu'il y a eu à faire, et passionné aussi, bien sûr. En tant qu'ancien universitaire et ancien président d'université, j'ai vraiment, encore une fois cette année, eu beaucoup de plaisir à écouter l'ensemble des directeurs. Il faut dire d'ailleurs, il y a une petite incise, nouveau directeur, puisque 90% à peu près des directeurs des organismes de recherche ont changé. Et ceux-ci ont manifesté d'ailleurs leur satisfaction de voir les budgets augmenter. Sur la transition par rapport au point précédent sur l'écologie, je dirais que c'est aussi là, dans ces organismes de recherche, que se fait les futures avancées sur l'environnement de demain. Et c'est toujours un peu spécieux, effectivement, d'écarter les budgets de la manière dont nous le faisons. On comprend bien pour des raisons de facilité, mais quelque part, les avancées en termes d'environnement, elles se font dans les organismes de recherche, vous le savez bien. Je souhaiterais d'ailleurs débuter mon intervention par un hommage aux performances réalisées par la recherche française. On peut en être fier. L'actualité se fait régulièrement écho des réussites de nos universités et de nos organismes de recherche. Je ne pourrais pas, bien sûr, tout évoquer, mais rien qu'au début du mois d'octobre, nous avons appris successivement qu'un Français, le professeur Gérard Mourou, spécialiste du laser, avait obtenu le prix Nobel de physique et qu'une unité de l'INSERM et de l'Institut Curie avait découvert une protéine du système immunitaire susceptible d'apporter un avantage décisif dans la lutte contre le VIH. Tous ces succès sont remarquables. Ils le sont d'autant plus que nos chercheurs ne peuvent objectivement bénéficier des mêmes facilités financières que leurs homologues américains et chinois. Savez-vous par exemple que le budget du NIH, organisme de recherche américain spécialisé en santé et en biomédecine, a reçu en 2016 un budget de 32,31 milliards de dollars. L'INSERM, son équivalent français, affichait au même moment un niveau de dépenses 38 fois moins élevé, avec 856 millions d'euros. Et cela n'a pas empêché de figurer l'INSERM dans les classements internationaux à la 9e place. Si l'on regarde justement les grandes masses financières, on peut se féliciter de l'importance des efforts de la recherche française. En 2017, les dépenses intérieures de recherche et développement, DIRD, en France, tous secteurs confondus, se sont maintenues à environ 2,20% du produit intérieur brut. Nous ne cachons pas cela. La France est au 5e rang européen, devant le Royaume-Uni, mais encore loin de nos partenaires allemands qui consacrent à la recherche près de 3% de leur richesse nationale. C'est la raison pour laquelle il est important que la puissance publique continue à insuffler un nouveau dynamisme à un secteur dont le poids est consubstantiel à la compétitivité de la France dans son rayonnement international. Un premier pas a été franchi avec le budget 2018. Les crédits de paiement de la mission Recherche et Enseignement supérieur avaient ainsi progressé de 70 millions d'euros par rapport à 2017 pour s'établir à 27,67 milliards d'euros et sont portés à 28,17 milliards d'euros dans le projet de loi de finances pour 2019, ce qui représente une hausse de 500 millions d'euros. J'observe que, comme l'an dernier, la progression des crédits en pourcentage, plus 1,82%, est supérieure aux projections de croissance du PIB, plus 1,7%. Je tiens donc à saluer l'effort du gouvernement pour que le budget de l'État affecté à la recherche n'ait pas eu à souffrir des impératifs de la maîtrise des dépenses publiques. La recherche spatiale, tout naturellement, le premier secteur bénéficiaire de cette dynamique. Au travers des crédits alloués au CNES, principal opérateur du programme 193, la France accroît sa contribution à l'Agence spatiale européenne de près de 200 millions d'euros, ce qui permettra de rester le premier contributeur devant l'Allemagne. Pour répondre à la question que vous avez posée, Monsieur le Président, sur la nouvelle économie de l'espace, la réduction des coûts de production liés notamment à la numérisation des composants a effectivement permis l'émergence de concurrents low cost, comme on dit, tels que SpaceX et Blue Origin, mais aussi de start-up spécialisées dans les microsatellites. Il faut dire que ces satellites sont plus faciles à lancer puisqu'ils sont de plus en plus légers et de plus en plus réduits. Par exemple, les sociétés californiennes Spire et Planet.
Face à ces nouveaux acteurs, l'Europe spatiale garde, à mes yeux, de grands atouts. Elle bénéficie d'une industrie performante, de plus en plus intégrée avec la création de la société Ariane Group et d'un secteur scientifique de premier plan. Sa position sur le marché dépendra du succès des projets en développement avec le futur moteur réutilisable Prometheus et bien sûr la fusée Ariane 6 qui est en cours de préparation. Sur ce dernier point, il ressort des auditions que j'ai menées avec le CNES que le programme de développement avance bien et que pour le moment, le calendrier reste maîtrisé avec un premier vol prévu à l'été 2020. Je reste donc confiant dans la capacité de l'Europe à garder sur le long terme sa position éminente sur le marché. Regardons maintenant le programme 172, qui regroupe la plupart des dotations de l'État aux organismes de recherche. L'effort budgétaire consenti est ici aussi important que pour le secteur spatial. Ces crédits de paiement augmentent de 171 millions d'euros par rapport à 2018 pour s'établir à 6,94 milliards d'euros. S'agissant de l'INRA, dont la fusion avec l'IRSTEA est prévue pour 2020, nous avons auditionné séparément tous les deux, j'ai observé avec satisfaction que le projet était animé avant tout par une logique d'excellence scientifique et non d'économie budgétaire. Si l'on peut naturellement prendre des synergies d'un tel rapprochement, le rapport d'étape qui a été présenté aux deux ministres de tutelle il y a tout juste quelques semaines évoque le coût immédiat de la convergence estimé à 8,1 millions d'euros sur la période 2018-2020 hors dépenses de rémunération. J'ai donc insisté dans mon rapport pour que le gouvernement donne à ces deux établissements les moyens financiers nécessaires à la constitution de ce nouvel ensemble. Si vous me le permettez, Monsieur le Président, je voudrais maintenant m'attarder un peu sur l'Agence nationale de la recherche. Cet établissement est le principal financeur sur appel à projet en France. Il avait souffert d'une réduction drastique de ses dotations entre 2013 et 2017. L'an dernier, le gouvernement avait décidé d'aider l'agence à couvrir ses engagements par un relèvement spectaculaire de ses crédits de paiement de l'ordre de 134 millions d'euros. Le projet de loi de finances pour 2019 confirme ce rattrapage avec un effort supplémentaire de 86 millions d'euros. Je me félicite donc de voir l'ANR disposer enfin des moyens nécessaires au développement de ses capacités d'intervention, vous le savez, sur projet. Mais ces moyens ne sont pas en eux-mêmes suffisants. Il faut maintenant que les universités et les grands organismes se saisissent de cet outil pour accroître leur capacité de recherche au-delà de ce que leur permet leur dotation budgétaire. Or, l'ANR souffre encore, aux yeux de ses utilisateurs, d'un défaut d'attractivité qui est lié, selon moi, aux conditions encore trop restrictives de ces financements. Je fais ici allusion au préciput, terme technique qui revient chaque année, désignant le taux par lequel l'ANR prend en charge les coûts indirects supportés par les établissements hébergeurs des projets de recherche. Si l'on prend en compte à la fois le préciput proprement dit fixé à 11% et le prélèvement forfaitaire établi préalable de 8% pour frais de gestion, ces coûts indirects ne sont financés qu'à hauteur d'environ 20%. Ce taux est faible quand on sait que l'environnement d'un projet représente souvent le tiers, voire la moitié des dépenses correspondantes. Il faut donc aménager de nouveaux locaux, accéder à des ressources documentaires généralistes, recourir aux services de personnel permanent, etc. Les programmes européens ont de toute évidence mieux pris en compte cette contrainte en proposant un taux de couverture des coûts indirects de 25%. Je souhaite donc que l'année 2019 soit mise au profit pour engager avec l'ANR une réforme de son règlement financier de façon à porter le taux de préciput stricto sensu à 17%. Un tel relèvement serait le signal fort qu'attendent des équipes de chercheurs pour porter leurs projets auprès de l'ANR. J'achèverai mon intervention en indiquant que tout naturellement, l'effort de recherche français ne saurait porter sur les seuls organismes publics. Les entreprises doivent également prendre toute leur part et il appartient à l'État de leur offrir l'accès le plus large possible à la matière grise issue des universités et des grands organismes. Comme l'an dernier, mon rapport s'est intéressé au mécanisme de valorisation de recherche partenariale mis en place dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir, PIA. Ce dispositif qui s'articule notamment autour de deux éléments que sont les SAT et les IRT a souvent été critiqué par la Cour des comptes, notamment dans un rapport qui est publié en mars dernier. Comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, la Cour a pointé du doigt son apparente complexité dans la présentation qu'elle a faite aux membres de notre commission, notamment en juin dernier.
Certes, l'enchevêtrement des structures peut de prime abord rebuter un non-initié et dans certains cas, des adaptations et des simplifications seront probablement nécessaires à plus ou moins brève échéance. J'estime toutefois qu'il est encore trop tôt pour tirer un trait sur un dispositif qui est en train de monter en puissance, il a très peu de temps de création et favorise la mobilisation des compétences au service de la compétitivité de notre pays. Les IRT notamment s'appuient en effet sur un modèle de protection de la propriété intellectuelle issus des travaux de recherche et de développement, qui fait que ces structures sont un véritable outil de souveraineté technologique, il faut le souligner. Quant aux SAT, ce sont pour l'instant les structures les mieux positionnées dans les écosystèmes locaux pour mettre en relation les universités avec les acteurs privés. C'est en tout cas ce qui est ressorti de nos auditions. En ce sens, je partage pleinement l'avis du Premier ministre qui, lors de sa conférence qu'il a donnée à l'IRT M2P de Metz, a insisté sur la nécessité de ne pas bouleverser un dispositif, mais de le faire évoluer par petites touches en fonction effectivement des retours d'expérience. Dans l'espoir que les propositions formulées dans ces différents sujets seront reprises, je vous remercie, mes chers collègues, pour votre attention et émets bien sûr un avis favorable à l'adoption des crédits de la mission Recherche et Enseignement supérieur.